Merci d'être là pour découvrir Saint-Jacques, ou revoir Saint-Jacques. Donc le casting est un tout petit peu différent de celui qu'on avait annoncé dans le programme. Vous le savez sans doute, Peter Bogdanovich s'est cassé la jambe à Lyon, ce qui est un tout petit peu au Festival Lumière, là, où il était l'un des invités d'honneur. Et du coup, on s'est dit qu'on allait quand même maintenir évidemment cette séance, mais aussi cette rencontre autour de son cinéma. Et on remercie très très chaleureusement Jean-Baptiste Loret, que vous pouvez applaudir d'être venu. Merci beaucoup. Et donc l'auteur du livre d'entretien Le cinéma comme élégique, vous trouverez à la sortie, et l'éditeur du livre Vincent-Paul Boncourt de Carlo Cafiema. Et on s'est dit que finalement, comme l'un et l'autre sont probablement les deux personnes qui en France connaissent le mieux le cinéma de Bogdanovich, c'était pas mal de les faire dialoguer. Ça s'appelle une transition. Voilà. Qui dialogue? Qui commence à dialoguer? Vous allez vous interviewer mutuellement. Non, donc du coup, peut-être qu'on va, je saisis la perche qui m'attend de rentrant, raconter, parce que le projet de livre sur Bogdanovich est né dans ce département, dans une occasion qui est précisément celle qui nous a fait accueillir Bogdanovich pour la première fois au Méliès, c'est-à-dire la rencontre de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi? Absolument. Déjà, bonsoir à tous. Et merci d'avoir patienté, parce qu'on a eu quelques problèmes techniques tous les trois. Merci Stéphane de nous accueillir au Méliès. Oui, alors, ce qui est drôle, c'est que ce livre, il est né il y a vraiment 10 ans. Bogdanovich avait été effectivement invité des rencontres Seine-Saint-Denis. Donc toi, tu avais accueilli le dialogue Bogda ou Wes Anderson. Et là, j'avais animé la masterclass avec lui à l'époque. À l'époque, Bogdanovich, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a 10 ans, c'est quelqu'un qui était en France encore extrêmement mal connu. C'est quelqu'un qu'on rattachait vaguement à ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood. C'est le moment où le Nouvel Hollywood commençait à devenir très très à la mode à partir du milieu des années 2000. Mais Bogdanovich n'avait pas sa place, ni fauteuil, ni strapontin, rien. On ne savait pas trop quoi en faire. Il avait fait The Last Picture Show, un film qui avait l'air un peu tourné plutôt vers le cinéma du passé. Il avait fait What's Up Doc, On se fait la valise Doc, une espèce d'hommage au screwball comédie avec Radoni et Barbara Streisand, donc on voyait pas très bien comment ça rentrait, ça raccordait avec le Nouvel Hollywood. Ensuite, il allait faire des films d'époque et des films de costume, Nickelodeon, Enfin l'amour. Enfin bref, pour beaucoup, en fait, Bogdanovich était un peu à part. En fait, avait suivi une espèce de route parallèle à tous les cinéastes du Nouvel Hollywood, qui étaient Coppola, Friedkin, Ashby, enfin tous les Dennis Hopper, tous les gens qu'on connaît et qui constituent aujourd'hui cette famille-là. Et Bogda n'avait pas vraiment sa place. Et pourtant, Peter Biskind en parlait dans le Nouvel Hollywood. Ce bouquin paru en 2004-2005 dans ses œuvres Recherche Midi. Il a dressé un portrait d'ailleurs assez sévère. Enfin, tous les portraits de Biskind étaient généralement assez sévères, mais celui-là aussi. Et voilà. Et donc, je me retrouve à faire la masterclass avec lui. Je ne l'avais jamais rencontré avant. Et moi-même, c'était intéressant parce que je me rendais compte que, allant quand même pourtant beaucoup aux États-Unis, j'avais pas éprouvé le désir immédiat de le voir. J'avais plus envie d'aller voir tout de suite Dennis Hopper, Michael Cimino, mais Peter Bogdanovich, je me suis dit, bon, ça viendra plus tard. Et en fait, là, le sort a voulu que ça se passe comme ça. Je fais la masterclass avec lui, et là, je découvre quelqu'un, on échange un peu par mail avant, parce que Bogdanovich, c'est quand même, quand on commence à se plonger dedans, c'est quelqu'un un peu monstrueux, hein. C'est quelqu'un qui a fait quand même beaucoup de films, qui a une connaissance encyclopédique de l'histoire du cinéma. Il serait, pour faire très très court, une sorte d'équivalent de ce qu'est Tavernier en France, si vous voulez. Quelqu'un qui fait à la fois des films et qui a continué à être un historien du cinéma, à sauvegarder l'héritage, à en parler. Même là, récemment, il vient encore de faire un documentaire sur Buster Keaton. C'est lui qui a aidé pendant 1 an et demi à ce que The Other Side of the Wind, le film inachevé de Wells, soit fini. Hein, c'est Bogdanovich qui a été un des 2-3 grands maîtres d'œuvre de la sortie de ce film, qui sera diffusé sur Netflix au mois de novembre. Donc c'est quelqu'un qui a toute sa vie mené, on pourrait dire, 2 carrières de front, une carrière de cinéaste et une carrière d'historien du cinéma. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs l'ont découvert dans des bonus DVD. Vous prenez le DVD d'Assaut du Mal d'Orson Welles, c'est lui qui fait le commentaire audio. Le DVD de La Présence du désert de John Ford, c'est lui qui fait le commentaire audio. Howard Hawks et Omar Carré. Donc ils sont plus très nombreux aujourd'hui, hein, ceux qui peuvent faire un commentaire audio one shot d'1 heure et demie sur un film d'Alan Wan par exemple. Il n'y en a pas tant que ça. En France, on n'en parle même pas. Aux États-Unis, bon. Et donc, je rencontre Peter Bogdanovich et finalement, j'aime bien le bonhomme. Ça compte, vous savez, quand vous avez envie de passer du temps avec quelqu'un, que ce soit pour des entretiens ou n'importe quoi, il faut quand même humainement qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que, et là, avec Bogdanovich, je trouve que je tombe sur quelqu'un à la fois d'élégant, d'érudit,
qui n'est pas grillé aussi, ça compte aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas raconté 25 000 fois sa vie et ses films à des critiques de cinéma ou des historiens de cinéma ou des journalistes, parce qu'on est peu allé le voir. Et je sens surtout de sa part une sorte de générosité, d'enthousiasme et de désir de parler, tout simplement, de raconter un peu sa vie. Alors après, le fait que je sois français a sans doute un rôle dans l'imaginaire cinéphilique américain. Et puis je me retrouve dans la position, en fait, presque de Bogdanovich, qui lui, au début des années 60, à New York et ensuite lorsqu'il arrive en Californie, plutôt que d'aller frayer avec les gens de sa génération, hein, avec les gens du Nouvel Hollywood, qui vont bientôt prendre d'assaut la citadelle hollywoodienne, si vous voulez, lui, ça ne l'intéresse pas du tout, hein, d'aller boire des coups avec les uns et les autres. Lui, il préfère aller voir les anciens. Donc, il va voir Howard Hawks, George Cukor, John Ford. C'est un peu le mantra, hein, de Bogdanovich. Orson Welles, évidemment. C'est lui qui va être un des premiers à organiser une rétrospective Welles, par exemple, au MoMA de New York. La même chose avec Howard Hawks. Et donc, quand il arrive à Hollywood, il préfère passer du temps avec les anciens, grands amoureux du cinéma, de l'âge d'or du cinéma hollywoodien, si vous voulez. Et donc, il avait envie de tout ça. Il s'est dit, tiens, finalement, moi j'ai l'âge maintenant. Il avait 70 ans quand j'ai commencé à faire la série d'entretiens avec lui. Il en a quasiment 80 aujourd'hui. Et en fait, la rencontre s'est plutôt bien passée. Et moi, ça m'intéressait beaucoup, cette double casquette, à la fois cinéaste et historien de cinéma. Et c'est quelqu'un qui, comme souvent les grands, préfère parler des films des autres que des siens. Et puis voilà, moi passant beaucoup de temps là-bas, tous les ans, quand je retournais à Los Angeles, je l'appelais, je lui disais maintenant on continue l'entretien, et lui, extrêmement gentil, accueillant, a accepté ça. Et donc c'est de très très longues sessions en fait, il faut quand même couper parce que sinon ça fait des livres. Mais ce sont des longues sessions avec lui où j'allais le voir. Et là, j'allais voir un cinéaste. C'est intéressant parce que c'est un cinéaste qui est de la génération de Nouvelle Hollywood, mais qui semble sorti, mais aussi bien physiquement, dans sa façon de parler, dans ses références, presque du cinéma hollywoodien des années 30-40, toujours extrêmement élégant sur lui, son petit foulard, vivant encore dans une sorte un peu de bulle. Hein. Moi, comme je disais à Vincent, j'ai passé beaucoup de temps avec lui à Los Angeles, et très souvent, au bout de 4-5 jours avec lui, je me rendais compte que je n'étais pas chez lui, mais que j'étais chez Sybil Shepherd, que j'étais chez quelqu'un d'autre. Et donc il y a cette espèce de vie un peu dandy, et on a passé 10 ans, tout simplement, tous les ans, à poursuivre cette conversation-là. Et évidemment, et donc ce qui a donné ce livre-là, et il y a quelque chose qui lui a beaucoup plu, c'est qu'au bout de, très vite, au bout de 3-4 jours, je lui dis, voilà, j'ai le titre du livre en tête. Je sais, ça va s'appeler Le cinéma comme élégie. Elle me dit, formidable. Formidable, c'est exactement ça. Et donc, il s'est accroché à ça, et il m'écrivait très régulièrement en me disant, en me répétant, il a dû me le dire à peu près 35 fois, vous savez, j'aime beaucoup le titre du livre. C'est vraiment ça. Et donc, il était en même temps, lui, très content de se confier. Et j'ai choisi, pour le livre, en fait, de ne pas avoir un découpage, je dirais, un peu orthodoxe, c'est-à-dire qu'on regroupe tous les propos du cinéaste sur un film, et on a, comme ça, une espèce d'ordre chronologique qui va de son premier film, dans son cas, c'est 68, La Cible, jusqu'à son dernier, disons 2014, Rôle de thérapie. Mais ça m'intéressait plutôt de garder l'entretien dans son jus et de voir combien est-ce que, de garder presque la chronologie de notre rencontre comme chronologie du livre, puisqu'il revient sur des sujets 2-3 ans plus tard. Il y a des sujets qui l'importent terriblement, comme le dialogue Amérique-Europe, enfin, ce que c'est que le cinéma américain, la spécificité, pourquoi il est moins connu aujourd'hui que certains de ses contemporains, qu'est-ce que c'est que le gros plan, c'est quoi la mise en scène, des choses sur lesquelles il revenait régulièrement, et à chaque fois, avec une sorte de, pas d'inflexion, mais disons que la pensée avait fait son œuvre, et 2-3 ans plus tard, je voyais qu'il revenait sur ce sujet-là, et qu'il me poursuivait. Et j'aurais trouvé artificiel, si vous voulez, de regrouper de façon thématique, comme on le fait parfois dans les bouquins d'entretien. J'avais plutôt envie de me dire que le bouquin, il commence en 2009, et la dernière phrase qu'il m'a dite, il me l'a dite il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Donc ça a été un peu, si vous voulez, le trajet de ce livre. Et puis après, c'est Vincent qui va prendre la parole, parce qu'il y a le livre, et puis il y a toi. Oui, non, mais surtout à parler peut-être du livre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le livre est segmenté donc, par chapitre. Donc, grosso modo, c'est 8 chapitres qui correspondent peut-être aux 8 fois où vous êtes vu longuement pendant plusieurs jours, plusieurs semaines à Los Angeles. Et à la fois, vous abordez toute sa filmographie, mais aussi quelques films en particulier. C'est vrai que les 2 films sur lesquels il revient, et tu reviens énormément, c'est Saint-Jacques et The Last Picture Show.
C'est-à-dire Et Masque, pas mal. Et Masque aussi pas mal. Donc The Last Picture Show qui est son deuxième film et un film où il a vraiment explosé à Hollywood, il a été découvert. Et Saint-Jacques qui est le film un peu de la Renaissance, qui n'est pas forcément un grand succès public à l'époque, mais qui le remet sur le devant de la scène, où il fait coup sur coup Saint-Jacques et tout le monde riait. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux points dans sa filmographie, The Last Picture Show et Saint-Jacques? Et d'ailleurs, je ne me rends pas compte si vous connaissez bien Bogdanovich. Parmi-vous, qui a déjà vu La Cible? Son premier film. Ok. Qui a déjà vu Last Picture Show? Hein, pas beaucoup plus en fait. Hein. Qui a déjà vu Daisy Miller? Ça c'est le test. Généralement c'est une personne. Voilà. Pourtant c'est un film très important, Daisy Miller. Hein. Qui a déjà vu donc Saint-Jacques? Vous allez revoir ce soir en copie restaurée. Et Masque, par exemple? Un seul Masque? Deux, trois, ça va. Donc, alors tu me disais, parce qu'en fait, je pense que pour avoir, pour histoire de présenter rapidement qui est Bogdanovich, je pense qu'il faut avoir presque des points de repère dans sa filmographie. Et moi, je pense qu'il y en a à peu près 4 des points de repère. Puisque c'est quelqu'un qui a commencé à tourner donc en 68. En 68, quand il arrive, Peter Bogdanovich, à Hollywood, il se retrouve, comme beaucoup de ses collègues du Nouvel Hollywood, embauché par Roger Corman. Donc Bogdanovich, il appartient à l'écurie Corman, comme Coppola, Jonathan Demme, Monty Hellman, Scorsese, enfin, tous ces gens qui vont faire en partie le Américain de cette époque-là, ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood. Bogdanovich, il est avec eux. D'ailleurs, il tourne même certaines séquences des Anges Sauvages. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Wild Angels, avec Bruce Dern et Peter Fonda. Et ce qui m'a toujours amusé, parce que rétrospectivement, de lui dire, mais comment est-ce que c'est vraiment vous qui avez écrit certaines séquences des Anges Sauvages, qui est à peu près l'antithèse du cinéma de Bogdanovich. Easy Rider, c'est l'anti-Peter Bogdanovich. Et donc il raconte ça, hein, comment il a essayé de se mettre dans la peau en fait, d'un type du Nouvel Hollywood, hein, qui fume des joints, un peu anti-autorité, comment ça marche, quoi. Donc il a écrit ça. Et Corman, pour le remercier de son travail, comme il le faisait à chaque fois, dit à Peter Bogdanovich, bon maintenant, il faut tourner un film. Je te donne l'opportunité de tourner un film. Et ce film-là, ça va être Targets, donc la cible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, Peter Bogdanovich, en fait, il a une histoire en tête. Il est la fin des années 60, bon, vous connaissez l'histoire américaine, mais il y a eu beaucoup d'événements à la fois meurtriers, criminels, douloureux, historiques, etc. Il y a notamment l'affaire de Charles Whitman qui a été cette espèce d'étudiant de l'université d'Austin, qui un jour est monté sur la Austin Tower en plein centre du parc de l'université et s'est mis à tirer de façon totalement hasardeuse et arbitraire sur des étudiants qui étaient là. C'est quelque chose qui secoue l'Amérique terriblement et Bogdanovich se dit, je vais partir de ça. C'est pas idiot, ça m'intéresse de mettre en scène en fait un gamin qui revient de la guerre. Il ne le dit pas, mais on le sait. Ça, c'est l'art de l'implicite de Bogdanovich. C'est plutôt un cinéma toujours très subtil, qui travaille beaucoup l'ellipse, le non-dit. Hein, c'est le contraire du surlignage. Beaucoup de choses passent, vous verrez dans Saint-Jacques, uniquement par un geste, un regard, une couverture de magazine, un rapport entre deux personnages. C'est ça qui m'a toujours beaucoup plu en fait, dans les films de Bogdanovich, c'est leur élégance, mais y compris l'élégance qu'ils supposent de la part du spectateur, et leur intelligence, quoi. Et donc dans la cible, il se dit, je vais faire une histoire là-dessus, un jeune homme de bonne famille, Californie, Los Angeles, de toute façon il n'y a pas beaucoup d'argent, et ce type-là, pour une raison qu'on ignore, va se réfugier sur une gigantesque citerne aux abords des freeways de Los Angeles, va sortir son fusil et commencer à tirer sur des gens. Et puis, Roger Corman lui dit, bah oui, mais ça c'est un peu court, faire 1h30 avec ça, ça va être un peu compliqué. Et Corman lui dit, mais tu sais, Boris Karloff, vous voyez tout ce qui est Boris Karloff, j'imagine, me doit 3 jours de tournage. Ces 3 jours qu'il avait réussi à gagner sur The Terror, un très mauvais film entre parenthèses, avec Karloff et Jack Nicholson, dans le rôle d'ailleurs d'un officier français, Duvalier. Vous avez tous vu The Terror, film de 63? Non, c'est pas redoutable. Et peu importe. Et donc, Bogdanovich a ces deux éléments-là en main. Il a d'un côté une histoire extrêmement contemporaine sur la violence arbitraire, le côté post-Vietnam, parce qu'on est déjà dans cette espèce d'humeur-là, une espèce de mise en scène proche de la télévision et qui anticipe. Moi, à chaque fois que je vois la cible, je me dis que Gus Van Sant, quand il fait Elephant, il a vu ce film-là. C'est une évidence. Et puis de l'autre, il a Boris Karloff, alors là pour le coup vieil acteur, qui a commencé dans plein de films dans les années 30, etc., mais qui est connu surtout pour avoir joué dans des films d'horreur. Et donc il a ces deux histoires-là, et Bogdanovich ne sait pas comment les relier, quoi en faire. Et comme Bogdanovich connaît à peu près l'essentiel des anciens, il passe beaucoup de temps à les recueillir leurs paroles, etc., un jour il va voir Samuel Fuller, et il lui dit, bah voilà, j'ai un problème, j'ai Karloff, et cette histoire de Charles Whitman, mais pour moi ça ne fait pas un film, comment faire?
Et là, il va voir donc Fuller, et en un après-midi, Fuller lui réécrit intégralement le scénario. Hein, c'est lui qui trouve toutes les chevilles narratives du film, qui trouve la fin, qui trouve le rapport entre les deux, à quel point, comme Bogdanovich lui dit à la fin de la séance, bah, forcément, Sam, je vais vous créditer au générique, etc. Vous avez quasiment tout fait. Enfin, l'essentiel, les principales raisons pour lesquelles le film est formidable, c'est vous. Et Samuel Fuller dit non, surtout pas, parce que si vous me mettez au générique, Peter Bogdanovich, tout le monde l'aura oublié, on pensera que c'est moi qui ai fait le film. Et c'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, plus tard, Peter Bogdanovich mettra de l'argent dans The Big Red One, hein, en souvenir de l'aide qu'avait fourni Samuel Fuller 12 ans auparavant sur La Cible. Et pourquoi est-ce que La Cible, c'est un film, pour moi, c'est la première bande, j'irai plus vite sur les autres bornes, ne vous inquiétez pas. Ce qui est intéressant dans La Cible, c'est qu'en fait, c'est un film qui montre totalement, on pourrait dire, le paradoxe ou le côté bipolaire du cinéma de Bogdanovich ou de sa position à lui. C'est que c'est quelqu'un qui, effectivement, est totalement hanté par le cinéma classique américain, qui adore ça, qui n'a pas envie que cet héritage meure, qui veut lui rendre hommage, qui veut montrer en grand disciple, on parlait de Stanley Cavell, en grand disciple de Cavell, combien en fait le cinéma, on pourrait dire, l'a formé. Hein, le cinéma, c'est la vie pour Bogdanovich. Il n'y a pas d'un côté le cinéma et de l'autre la vie. Pour ceux qui ont vu Brodothérapie savent de quoi je parle. On ne sait même plus la différence entre une scène qu'on a vécue et un extrait de film qu'on a vu. C'est la même chose. C'est une époque où le cinéma, ça compte beaucoup, je le rappelle. Donc il faut se mettre dans cet état d'esprit où le cinéma nous apprend tout. Et on a donc d'un côté cette humeur-là de Bogdanovich, hein, grand admirateur de Ford, de Hawks, etc., grand exégète aussi, qui connaît ça très très bien. Et puis de l'autre, on a le Bogdanovich contemporain, celui qui, en 68, a à peine 30 ans, et qui va commencer à faire des films avec cette espèce de mouvement du nouvel Hollywood. Et donc La Cible, c'est un film passionnant, parce qu'on a presque le sentiment d'une sorte de film quasiment autobiographique, une sorte de livre ouvert du dilemme auquel va devoir faire face Bogdanovich. Ou bien il prend la voix de Karloff dans le film, en disant je ne ferai que des films qui seraient des sortes de simulacres très très beaux de ce qu'a été le cinéma classique, ce qui n'est pas forcément super intéressant. Des objets un peu vintage, où je remets un peu seul, parce qu'ils ne sont pas très nombreux à faire des années 70, je vais refaire une screwball comédie à la McCarey, je vais refaire la Picture Show en hommage à Ford et Howard Hawks, voilà, des choses comme ça. Je vais faire Enfin l'amour, comédie musicale, adapter des chansons de Cole Porter des années 30. Donc je suis prêt hors du monde, quoi, presque hors de l'Amérique et de l'actualité contemporaine. Et puis il a l'autre voix, qui est celle de Charles Whitman, qui est tout le contraire, qui là pour le coup, c'est presque on a presque le sentiment que ce scénario-là aurait pu être filmé par John Schlesinger débarquant aux États-Unis, par Maura Felson, par Henri Jaglob, par tous ces gens-là, un truc très en prise avec le réel, qui a tous les items du cinéma des années 70, tels on s'en rabâche les oreilles toute la journée. Violence gratuite et insensée, critique du modèle familial, critique de la télévision, tout y est, quoi. Il coche toutes les cases. Et donc, pour son premier film, il est presque dans cette espèce à ce carrefour-là, si vous voulez. Et c'est ça qu'on sent, à mon avis, que La Cible est un film passionnant, parce que plus jamais on ne retrouvera cette espèce de dilemme de façon aussi littérale et explicite et évidente que dans son premier film. Donc La Cible va sortir. Le film n'a aucun succès, d'autant plus qu'il sort l'année où Robert Kennedy a été assassiné. Hein. Donc là, branle-bas de combat, le film vient d'être terminé, assassinat de Robert Kennedy au mois de juin, et les distributeurs ont peur. La Paramount se dit, mais bon, si on sort un film comme ça, c'est même pas inélégant, c'est terrible. Et donc à ce moment-là, ils vont complètement massacrer en fait la sortie, transformant presque le film en une sorte de publicité pour le contrôle des armes. Enfin, et Bogdanovich en garde un souvenir assez meurtri de ça. Le film deviendra, au fil des années, une sorte de film assez rare, assez culte. Au moment de sa sortie, ça ne permet pas à Bogdanovich d'avoir le succès escompté. Le succès escompté, c'est la deuxième bande, c'est la Picture Show, que vous connaissez, qui est sans doute le plus connu de tous les films de Peter Bogdanovich, la dernière séance en français, film en 71, qui raconte l'histoire d'une petite vie, d'une ville au Texas, Anaheim, une ville imaginaire, dans les années 50. Ça se passe sur 3-4 ans, et là, cette espèce de jeunesse, en fait, qui voit en fait disparaître une sorte d'âge d'or qu'elle croit avoir connu. Donc c'est la naissance d'une nouvelle génération d'acteurs, Jeff Bridges, Ellen Burstyn, ils sont tous là, hein, Timothy Bottoms, et puis Bogdanovich évidemment, qui a toujours deux hémisphères dans son cerveau comme tout le monde, mais lui c'est vraiment actif. Il récupère Ben Johnson, l'acteur des films de John Ford, pour jouer une sorte de patriarche, le père de cette petite ville, si vous voulez. Il est à la fois détenteur d'un bar, d'un billard et d'un cinéma
évidemment symboliquement. Et le film raconte ça, il est tourné en noir et blanc, il est tourné en scope, alors qu'on voit dans la séance, on a encore cette espèce d'effet presque double, schizophrène chez Bogdanovich. C'est d'un côté, on a le sentiment en 71 de voir un film qui n'est pas du tout orthodoxe par rapport à ce que font les scènes de Nouvelle Hollywood, film extrêmement classique, mise en scène quasiment invisible, le noir et blanc, évidemment, une sorte de tenue, d'élégance. On a le sentiment d'avoir presque un film anachronique qui a été fait il y a 20-30 ans, et en même temps, les thèmes que traite Bogdanovich, la façon dont il va traiter cette jeunesse-là, appartiennent totalement aux années 70. La nudité, l'apparition de Sybil Shepherd, cette idée que les années 50, c'est pas du tout une décennie de rêve, c'est au contraire une décennie cauchemardesque, etc. etc. Ça, c'est un truc typique 70s. Et donc, même dans la Picture Show, qui en apparence a l'air d'être un film un peu sorti d'un temps ancien, un très bel objet, un peu rutilant, mais presque un peu froid, hein, ça me fait penser un peu à ce que Pauline Kael reprochait, et un peu certainement aussi d'ailleurs au film de Stanley Kubrick, hein, cette espèce de côté glacé, hein, c'est le scénario opérationnel mais un peu glaçant, Marilyn Monroe notamment. On pourrait penser que la Picture Show c'est ça, et en fait pas du tout. Et ensuite dans sa carrière, donc je vais vite, il devient star, la Picture Show le propulse au Wonderboy d'Hollywood. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que Bogdanovich, à la fin de l'année 71, il est aussi célèbre que Coppola et Friedkin, grosso modo. Hein. Voilà, l'un a fait French Connection, lui a fait la Picture Show et l'autre vient de faire Le Parrain. C'est les trois superstars du cinéma américain du début des années 70. C'est Bogdanovich, Coppola et Friedkin. D'ailleurs, tous les trois vont créer une société de production ensemble, qui s'appelle The Directors Company, qui ne donnera pas grand-chose, si c'est Circonstance secrète, ce qui est quand même pas rien, ce qui est un plus beau film de Coppola. Bogdanovich va créer dans cette structure Paper Moon, film que vous avez peut-être vu, La barre à papa, ça vous dit quelque chose? Film absolument génial avec Ryan O'Neal et Tattoo Bonnet qui se passe dans les années 30 et qui raconte l'histoire d'une sorte de road movie entre un escroc, un petit escroc qui vend des bibles extrêmement chères, joué par Ryan O'Neal, et une fille orpheline qu'il a récupérée, qui est jouée par sa propre fille, Tattoo Bonnet. Et ce film est à la fois un hommage un peu à Hawks, beaucoup à John Ford et Raisins de la colère, et aussi à Chaplin. Hein, c'est un peu les trois directions de la boussole Boga à ce moment-là. Et donc il a beaucoup de succès avec What's Up Doc, La barre à papa, etc. Superstar, il est au sommet d'Hollywood. On en a souvent parlé de ça dans le documentaire qu'on a mis dans le bouquin, c'est assez passionnant parce qu'on voit que dans les années, au début des années 70, Bogdanovich est tellement une star que l'auteur est tellement une star que c'est lui qui apparaît dans ses bandes annonces. Et ce que les gens vont voir, c'est un film de Bogdanovich. La star des bandes annonces des films de Bogdanovich, c'est pas Ryan O'Neal ou Burt Reynolds, c'est Peter Bogdanovich. Il apparaît à la télévision. Et son premier coup d'arrêt dans sa carrière, et c'est important parce que ça c'est plus jamais, jusqu'à aujourd'hui évidemment, il ne retrouvera la puissance, la force et les moyens qu'il a eu entre 71 et 74 grosso modo. Juste après, il décide, comme il a carte blanche, il peut à peu près faire tout ce qu'il veut, Peter Bogdanovich, comme d'ailleurs Friedkin et tous ces gens-là. Il va réaliser un film qui s'appelle Daisy Miller, qui est l'adaptation d'une nouvelle d'Henry James, avec Sybil Shepherd dans le rôle de Daisy Miller, qui est un de ses plus beaux films, qui vient tourner, là, pour le coup, en Europe, entre la Rome, la Suisse et un peu la France, et qui est un film absolument passionnant, qui met en scène un autre paradoxe de la carrière de Bogdanovich, qui n'est pas le paradoxe, en gros, cinéma classique, cinéma moderne, mais qui serait le paradoxe Amérique-Europe. Parce que Bogdanovich, il faut rappeler que ses parents sont d'origine yougoslave. La première langue qu'a parlé Bogdanovich, c'est le serbo-croate, et qu'il apprendra ensuite l'anglais à l'école. C'est un New-Yorkais, il faut quand même le rappeler. Et c'est quelqu'un dont toute la filmographie, en tout cas en une grande partie, est tiraillée dans cette espèce de dialogue, on pourrait dire, transatlantique, à la fois Amérique-Europe. Quand il est en Amérique, il pense à l'Europe. Quand il est en Europe, il pense à l'Amérique. Et ça, c'est un sujet sur lequel, au cours des conversations, on est très très souvent revenu, et notamment sur la différence, selon lui, profonde, hein, entre quel cinéma américain et le cinéma européen. Et pourquoi lui, c'est toujours rangé, selon lui, hein, de façon éperdue et totale du côté du cinéma américain, contre le cinéma européen. Et c'est intéressant parce que quand on voit ces films, parfois certains nous reprochent de faire des films un peu européens, et quand on voit un film comme Daisy Miller, c'est un film qui ne parle que de cette question-là. Hein. C'est quoi d'être un Européen aux États-Unis ou un Américain en Europe? Et cette espèce de tension-là entre l'Amérique et l'Europe, elle est au cœur du cinéma de Bogdanovich, absolument. Et Daisy Miller est un film formidable là-dessus. Si un jour vous avez l'occasion de voir le film est génial. Il est évident qu'il est complètement à contre-temps des années 70. Hein. Film en costume, d'époque, avec une langue extrêmement précise et fleurie, qui se passe à peu près rien. Ce sont que des échanges entre Sybil Shepherd et un acteur qui n'a pas été très très bon, Barry Brown, à ce moment-là. Peter Bogdanovich devait jouer le rôle, puis finalement c'est cet acteur alcoolique, un peu... Bon bref.
qui joue le rôle. Le film sort, est un échec total. Et c'est le premier échec de Bogdanovich, donc finalement, il ne se remettra jamais vraiment, puisque ensuite il aura 2 autres projets, 2 autres films qu'il va faire, avec toujours de moins en moins de pouvoir, parce que c'est ça Hollywood, hein, vous avez grand pouvoir, vous avez le final cut pour faire court, quand vous sortez d'un succès, et quand vous sortez d'un échec ou d'un demi-succès, les producteurs commencent à arriver en mettant leur nez, en disant mais ça faut pas, ce casting, bah non, plutôt cela. Il y a 2 façons de réagir, soit vous faites des compromis, et puis vous faites le film à moitié que vous auriez voulu faire, ou bien vous décidez de ne pas tourner. Et Bogdanovich le dira bien des années plus tard, le grand drame dans ma vie, proportion gardée évidemment, ça a été notamment par moment de faire des compromis. Et là il va faire encore 2 films d'époque, hein, donc il continue dans cette voie, hein, qui sont Nickelodeon, un film absolument formidable sur les débuts du cinéma. Tu l'as vu toi ça Stéphane, hein, voilà, qui en fait serait une sorte d'équivalent, on pourrait dire, filmé de La parade dépassée de Kevin Brownlow. C'est un film extraordinaire qui a un set de chant d'amour au début du cinéma. À l'époque où les gens qui font du cinéma ne savent même pas ce que c'est que le cinéma. On est très loin de la notion d'acteur, d'auteur, de star system, etc. Ce sont des gens qui sont avocats et médecins, comme tous les premiers d'ailleurs, tous les pionniers d'Hollywood évidemment. C'est pas des gens qui ont fait des thèses, hein, à Paris 3, avant de commencer à faire des films. Et donc c'est assez passionnant parce que tous ces 3 films-là vont être des échecs de plus en plus importants. Et en 76, à la fin des années 76, Bogdanovich se retrouve totalement marginalisé à Hollywood, alors qu'il était 3 ans auparavant une superstar avec l'essentiel des portes ouvertes. Là, c'est pas le cas. Et Saint-Jacques, que vous allez voir ce soir, c'est le résultat de ça. C'est-à-dire qu'il se retrouve pendant 3 ans à réfléchir. Parce que tous ces gens-là, mais on pourrait parler de Coppola, de Friedkin, de beaucoup d'autres cinéastes, de Cimino évidemment, ce sont des gens qui, en fait, sont arrivés au cinéma à la fin des années 60, à un moment où le cinéma américain devait changer, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais surtout qui ont été en phase avec ce nouveau public américain, en gros la génération du baby-boom. Ils étaient là. Et donc ils ont compris les sujets qui les intéressaient, l'importance de traiter de sujets qui touchaient le public, la réalité économique, politique, historique. Ils ont pris le pouls comme personne de cette Amérique de l'époque, et c'est ce qui a fondé en grande partie le nouvel Hollywood. Ils ont pris le pouls tant du point de vue des scénarios, des acteurs qui étaient d'un seul coup des acteurs pas forcément très très beaux mais géniaux. Gene Hackman n'aurait jamais été une star dans les années 40, des gens comme ça, mais ils ont aussi pris le pouls politiquement, on pourrait dire, de la société. Et donc c'est des films qui étaient aussi des films documentaires. On a envie de savoir ce que c'est que l'Amérique 68-73, on va au cinéma, on sait tout. Même plus la peine de lire des livres, on peut le faire après, donc tout est là. Et à partir du milieu des années 70, c'est là que, alors ça serait trop long, mais l'humeur commence à changer. Le public américain, la guerre du Vietnam des 75, la fin, le public américain commence à être un peu fatigué de ce grand mea culpa, veut passer un peu à autre chose. Et beaucoup de cinéastes de Nouvelle Hollywood se sont un peu détachés de la réalité, dans leur tour d'ivoire de super auteurs, et ça beaucoup l'ont dit, hein, Friedkin, Coppola, tous le reconnaissent, Cimino, Bogdanovich, etc. Et dans leur tour d'ivoire, ils ont commencé à se déconnecter de cette Amérique qui, au mi-temps des 70s, était en train de changer. Hein. Ça serait trop long à expliquer, mais en gros, c'est ça qui se passe. Et Bogdanovich a conscience, comme d'autres, de ça, et il se dit, mais comment faire pour retrouver cette espèce d'énergie, d'intuition des débuts? C'est ça qui compte. Et tous vont suivre la même voie, parce que Bogdanovich a beau se dire je n'appartiens pas au Nouvel Hollywood, tous auront à peu près le même trajet. Hein. Coppola ira faire Apocalypse, ça sera à 2 doigts du gigantesque fiasco. Friedkin va faire Sorcerer, qui va être un film qui est absolument terrible pour lui. Cimino va faire La Porte du Paradis. C'est toujours ce qu'on peut se dire, c'est que si Cimino va faire La Porte du Paradis en 80, c'est qu'on voit qu'il s'est déconnecté à ce moment-là. Autant Voyage au bout d'enfer en 78, sorti en 79, est un film qui est à l'heure de l'Amérique, véritablement. Hein. Autant La Porte du Paradis, qui est un chef-d'œuvre que tout le monde connaît, là, pour le coup, ne l'est plus du tout. Comme le Reds de Warren Beatty un an plus tard, sur la fondation du Parti communiste américain, ne le sera pas du tout. Et donc Bogdanovich, lui, il a conscience de ça, et il se dit comment faire pour me remettre un peu en selle. Donc il part sur un énième projet pharaonique, comme ses copains, de toute façon il n'en a pas les moyens, et il se dit il faut que je me retrouve un peu dans la position de la fin des années 60, un peu de liberté, un tournage petite équipe, un tournage guérilla façon Roger Corman. Et d'ailleurs c'est Roger Corman qui va appeler, en disant écoute voilà, est-ce que tu accepterais de produire l'adaptation de ce livre de Paul Theroux, Saint-Jacques? Corman lui donne un peu d'argent, c'est pas énorme, mais Bogdanovich, pour prendre l'air, mais dans tous les sens du terme, part à Singapour, avec Ben Gazzara pour aller tourner Saint-Jacques. Et c'est assez fascinant quand on regarde Saint-Jacques, c'est que si c'est le premier film de Bogdanovich qu'on voit, à la fois c'est un film de Bogda à 100%, et en même temps c'est un film totalement à part dans la filmographie de Bogdanovich. C'est-à-dire que cette espèce de liberté, de pardonner à l'improvisation, cette façon dont la réalité de Singapour de l'époque, qui a
tellement changé. Quand vous allez à Singapour aujourd'hui, c'est assez fou de voir ce qu'était Singapour en 79. Cette réalité-là, cette dimension documentaire typique du début des années 70 ressurgit à ce moment-là. Parce que Peter Bogdanovich est dans la rue, tourne avec des gens qui ne sont pas des acteurs, il filme des séquences qui l'intéressent, il y a une grande liberté. On est très très loin des projets un peu lourds qu'il avait entrepris dans les années 70. Et il fait, à mon avis, un de ses plus beaux films. Sanjak. Sanjak, alors après, il faudrait continuer les bords, mais pour dire les choses très rapidement, c'est que Sanjak marche à peu près, le film n'a pas coûté grand-chose, il fait faire ensuite un film qui est une sorte de Graal, qu'il faudra un jour arriver à rééditer, à sortir, qui s'appelle Et tout le monde riait, film absolument génial, tourné son premier à New York, avec donc plusieurs acteurs, dont Ben Gazzara. Je rappelle que pour Sanjak, c'est John Cassavetes qui pouvait jouer le rôle de Jack Flowers, le personnage principal du film, et puis qui est un ami proche de Bogdanovich. Et un jour, Bogdanovich va voir Cassavetes, il venait de rencontrer Ben Gazzara, et il lui dit, ben voilà, je suis un peu face à vous deux, Cassavetes et Ben Gazzara, j'ai envie de te donner à toi, John, le film, mais qu'est-ce que tu penses? Qui sera le meilleur acteur pour interpréter Jack Flowers? Et c'est John Cassavetes qui lui dit, n'hésite pas un quart de seconde, prends Ben Gazzara. Et c'est comme ça que Bogdanovich va caster Ben Gazzara, c'est un de ses plus beaux rôles. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas penser à la mort d'un bookmaker chinois quand on regarde Sanjak, mais je pense que c'est le seul des films de Bogdanovich qui tient à ce point en fait, sur les épaules d'un acteur. Tellement Ben Gazzara est génial dans ce film-là. Et donc il va faire Et tout le monde riait. Une scène de comédie, là pour le coup, on est dans une ambiance très comédie, presque du remariage si vous voulez. Mais le film et la carte de Bogdanovich va être entaché par un drame terrible qui est que Dorothy Stratton, une ancienne égérie Playboy, qui tourne dans le film aux côtés d'Audrey Hepburn, Ben Gazzara, John Ritter, enfin la famille Bogdanovich si vous voulez, va être assassinée pendant le montage par son ex-mari. Qui a un peu pété les plombs et elle vient de Vancouver, famille plutôt classe moyenne. Lui est venu avec, c'est une sorte de petit escroc. Il a touché la célébrité de la Californie des années 70. Et puis lui va voir peu à peu Dorothy Stratton éclore, prendre son indépendance et sa liberté. Et lui va très mal vivre ça. Dorothy Stratton se met en couple avec Bogdanovich, qui à l'époque n'est plus avec Sybil Shepherd. Et dernière rencontre avec son Paul Snyder, qui était son mari. Et alors que ça devait être une rencontre presque informelle, réglant 2-3 derniers détails d'avant divorce, ça tourne au drame. Et lui, il assassine, et pire encore, etc. Et donc, d'abord, c'est une histoire qui à Hollywood a eu beaucoup d'impact. Toute proportion gardée, mais c'est intéressant de se dire que le nouvel Hollywood commence aussi un peu avec l'affaire Charles Manson en 69 et s'achève aussi en 80 avec l'assassinat de Dorothy Stratton, qui a une sorte de séisme, un écho important à l'époque. Et évidemment, cet assassinat-là dévaste la carrière de Bogdanovich. Et même plus que sa carrière, même sa vie, son mental, etc. D'ailleurs, donc, le livre qu'a édité là, Vincent, qui s'appelle la mise à mort de la licorne, c'est un livre qu'il écrit 2-3 ans après, comme une sorte de thérapie sur la mort de Dorothy Stratton, enfin, qui est plus que ça, parce que c'est aussi un portrait que je trouve absolument fascinant du Hollywood, on pourrait dire, du nouvel Hollywood décadent de la fin des années 70, où on en est arrivé. Et donc, après Tout le monde riait, là, beaucoup à Hollywood pensent que c'en est fini pour Bogdanovich. Là, on est très très loin des 10 années où il a été la star. Je n'ai pas dit, mais Bogdanovich, lui, aux années 70, refuse un nombre incalculable de films. C'est lui qui refuse de faire Le Parrain, on lui propose Exorciste, il n'en veut pas, etc. Donc il a vraiment tout pouvoir. Et par contre, en 80, là, il est vraiment au bout du rouleau, et il pense lui-même qu'il ne refera, et moi, il me l'a très souvent dit, et Dorothy Stratton reste encore un sujet extrêmement sensible aujourd'hui, qu'après cette tragédie-là, qu'il ne fera plus jamais de film. Et c'est notamment certains proches, et notamment John Cassavetes, qui est un ami très proche de Bogdanovich, qui va en fait l'aider et le pousser à faire d'autres films. Et c'est comme ça qu'il va revenir, après 4 ans de silence, vers un film formidable qui s'appelle Masque. Vous avez peut-être, pour ceux qui ont vu ce film, et au début on lui envoie le scénario, il se décide enfin à repartir sur un plateau de cinéma, mais ce scénario, l'histoire en vrai c'est le même scénario que grosso modo qu'Elephant Man, un gamin qui est atteint d'une maladie dont j'ai oublié le nom, un peu monstrueux, etc. Et Bogdanovich ne sait pas vraiment quoi en faire au début, c'est pas vraiment son truc et tout. Et puis un jour il se souvient d'une longue discussion qu'il avait avec Dorothy Stratton sur la beauté.
Dorothy Straton est une femme extrêmement belle, et lui raconte souvent combien, quand il marchait dans la rue avec Dorothy Straton dans les rues de New York, il y avait une dimension, un côté quasi magnétique, c'est que tout le monde se retournait vers Dorothy Straton. Il dit, mais même les chiens regardaient Dorothy Straton dans les rues à New York. Et donc c'est une beauté d'ailleurs assez fascinante et lunaire qu'il a réussi, à mon avis, à capter dans Tout le monde riait. Et il se souvient de discussions qu'il a eues avec elle. Il se souvient notamment un jour d'un temps qu'il passe avec elle donc à New York. On est à Broadway, en bas, là, en bas. Et puis, ils allaient beaucoup dans la librairie le soir, la nuit, parce que c'était un peu l'éducation de Rita, c'était un peu son petit balion, il l'éduquait, hein, c'est un vieux schéma, si vous voulez. Et puis un jour, dans la librairie, elle tombe sur un livre consacré à l'homme-éléphant. Et elle parcourt les photos, c'est absolument atroce, sont des photos assez terribles, cruelles, mais elle est fascinée par ça, elle demande à Bogdanovich d'acheter le bouquin, et lui mettra des années, en fait, 3-4 ans, à comprendre la fascination qu'avait Dorothy Straton pour l'homme-éléphant, qui serait une sorte d'équivalence, on pourrait presque dire, de sentiment équivalent entre ceux qui sont affublés d'une extrême beauté et ceux qui sont affublés d'une extrême laideur. Et quand il comprend ça, qu'il comprend que l'homme-éléphant, c'est une façon aussi pour lui de reparler de Dorothy Straton, il accepte de tourner Masque. Et qui est un de ses plus beaux films, et qui est à la fois un de ses plus beaux films, musique dans la version intégrale de Bruce Springsteen. Bogdanovich a bien connu Springsteen, c'est même grâce à Bogdanovich que Springsteen a découvert John Ford et fera ensuite une trilogie en hommage à la cavalerie dans ses propres albums. Enfin, ça, je ne vais pas parler de Springsteen parce que sinon on est parti pour longtemps. Et donc c'est assez beau, il fait ce film génial, et surtout, qui est à mon avis un des plus beaux films de Peter Bogdanovich, qui a eu un peu de succès, mais moins, parce qu'il y a eu un problème à l'époque, c'est pas entendu avec Cher, le film présenté à Cannes, ils font 2 conférences différentes. Dans la première version, la musique de Springsteen n'est pas présente, enfin, la version intégrale, comme souvent, n'arrivera qu'un peu plus tard. Mais ce qui est assez drôle avec Masque, qui raconte l'histoire, grosso modo, d'un jeune garçon qui est voué à mourir 1 ou 2 ans plus tard, et qui a comme famille une bande de motards un peu marginaux. Cher, Sam Elliott, etc. Harry Carey Jr., les anciens de Ford, ceux qui sont encore vivants, sont encore là. Et c'est assez drôle de se dire, et moi c'est quelque chose qui m'a toujours amusé, de se dire que Bogdanovich a attendu 1984 pour faire son film de Nouvelle Hollywood. C'est que c'est un vrai film de la contre-culture. Véritablement, quand vous regardez Masque, vous dites c'est un film qui est, encore une fois, Bogdanovich toujours à contre-temps, toujours anachronique, et c'est ce qui fait aussi, à mon avis, sa beauté, choisit de faire son film du Nouvel Hollywood avec des bikers, des motards, des gens qui fument des joints, la guitare, l'anti-autorité, enfin tous les items des années 70, lui il les balance en pleine ère régalienne. Je trouve le geste assez beau. Et donc ce film s'appelle Masque. Voilà, vous êtes arrêté là, non parce que... Oui, il y a sûrement plein de points d'accroche dans sa carrière. Juste dire quelques mots sur le livre qu'on a édité et Jean-Baptiste vous a évoqué longuement. C'est vrai que comme vous vous en rendez compte, c'est une vraie plongée dans l'histoire du cinéma, au passé, au présent et au futur. Et c'est assez fascinant d'avoir pu éditer cet ouvrage où on s'intéresse au cinéma des années 70, à l'âge d'or. Il y a tellement plein de choses à dire, mais qui sont évoquées dans le livre. Évidemment, Bogdanovich était très proche d'Orson Welles, l'hébergeait chez lui. Saint-Jacques, c'était aussi un projet que devait faire Orson Welles avant que Bogdanovich le tourne. Donc on est vraiment dans le méta-cinéma et le cinéma dans le cinéma. Howard Hawks et plein d'autres venaient sur les plateaux de tournage. Et tout ça, c'est des photos, des archives qui sont dans le livre, qu'on a pu avoir grâce en fait à la collection de Peter Bogdanovich, qui a mis toutes ses archives à l'Indiana University aux États-Unis. Et en fait, on s'est aperçu qu'il gardait tout. Donc, c'est-à-dire que vous avez des boîtes, des dizaines de boîtes sur chaque film, et il gardait chaque télégramme, chaque courrier. Il correspondait juste avec Elizabeth Taylor, Hitchcock et autres. Il a écrit beaucoup sur le cinéma. Et donc, dans le livre qui vient de sortir, et qui s'appelle Le cinéma comme élégie, titre que vous avez compris, avec beaucoup Peter Bogdanovich. Donc vous avez à la fois un très bel ouvrage qui est un album photo de plein de scènes, de photos de plateau, etc. Un jeune Bogdanovich qui est en train de diriger et qui se dirige aussi lui-même dans la cible. Donc vraiment, voilà, à la fois le côté très glamour et aussi où il engageait des photographes de plateau qui étaient des vrais stars à l'époque, un peu comme aussi à l'âge d'or d'Hollywood, vous aviez des grandes photographes de plateau qui venaient sur le tournage, The Misfits, les films d'Hitchcock, de Cukor et bien d'autres. Parallèlement, donc on a ce livre-là qu'on vendra à la fin. Jean-Baptiste sera parti, mais je suis sûr que vous avez envie
de prolonger la lecture à travers la présentation passionnante de Jean-Baptiste. Vous avez aussi cet ouvrage, La mise à mort, la licorne, qui est un ouvrage écrit par Peter Bogdanovich au début des années 80. Et ironie du sort, c'est toujours pareil, il y a aussi un côté un peu considéré un peu comme auteur maudit, un petit peu aussi. C'est le film que vous allez voir, Saint-Jacques, qu'on distribue et qu'on édite aussi en DVD Blu-ray. C'est parti un peu de ça le projet, à la fois Jean-Baptiste qui me parlait depuis des années cet ouvrage-là, nous qui avons découvert Saint-Jacques, on a eu une vraie envie de le faire exister, le faire découvrir, puisque redécouvrir, parce que je pense que c'est une vraie découverte en salle et en DVD en France, comme on édite aussi The Last Picture Show. Ce film-là est produit donc par Corman, mais aussi par Hugh Hefner. Hugh Hefner, vous connaissez son nom, c'est le créateur de Playboy, pour l'histoire de clichés qu'il avait pris de la copie de The Last Picture Show, où il y a Sybil Shepherd qui a perdu des nudés, donc il fait paraître dans un des Playboy des photogrammes de Sybil Shepherd nue, un procès est réalisé, finalement ça aboutit pas si loin que ça, et Sybil Shepherd qui dit, bon, j'abandonne les plaintes si vous acceptez de produire le prochain film de Bogdanovich. Donc il produit ce film-là, même si, comme tu l'évoquais, il n'a rien fait sur le film, quoi. Il a amené un financement qu'il n'avait pas trop le choix, de toute façon sinon c'était un procès perdu. Et quelques années après, Peter Bogdanovich rencontre Dorothy Stratton, dont il tombe fou amoureux, comme Jean-Baptiste l'a précisé, qui est son héroïne du film Et tout le monde riait, qui est assassinée, et Dorothy Stratton, qui est juste une des playmates de Hugh Hefner, et qui était playmate de l'année, et qui a été complètement détruit par ce système dont il est extrêmement critique et sévère dans son livre, et qui déjà annonce l'Hollywood qui a été révélé il y a un an avec l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo. Donc c'est un film qui est extrêmement, c'est un livre qui est aussi extrêmement beau, juste, mélancolique, triste, mais aussi déjà précurseur, où il écrit en 80 tout ce qu'on nous a révélé l'an dernier, même si on sait que l'histoire d'Hollywood s'est aussi bâtie sur ça dès le début des années 20 à travers différents scandales qu'il y a eu. Voilà, donc c'est vrai que c'est une belle aventure qu'on a. On aurait aimé avoir Peter Bogdanovich avec nous. Il était présent à Lyon, mais il est juste allé directement à l'hôpital. Il va bien, je vous rassure, mais il s'est blessé, et on espère le faire revenir une prochaine fois et aboutir à faire découvrir Et tout le monde riait. Et néanmoins, l'événement autour de la redécouverte du cinéaste est, je pense, bien présent à travers les ressorties en salle de Saint-Jacques, les 2 éditions de livres, et puis aussi les éditions DVD Blu-ray, et puis Jean-Baptiste qui pourrait parler des heures et des heures, ici, mais ailleurs, et on espère que vous allez apprécier Saint-Jacques comme on l'aime énormément, et puis prolonger le plaisir autour de l'œuvre de Bogdanovich, qu'elle soit en DVD, livre ou autrement, et bien d'autres encore. Je crois est-ce qu'il y a peut-être un mot de la fin que tu veux dire? Non, le mot de la fin, c'est juste de rappeler que Saint-Jacques, ce qui est intéressant, c'est que le film est tourné donc à Singapour en 79. À l'époque, il n'y a pas de structure de cinéma. Une équipe hollywoodienne qui débarque à Singapour, c'est assez rare. Mais les autorités de Singapour sont très à cheval sur plusieurs choses, et notamment sur une chose qui pourrait être très très importante dans son rapport avec les États-Unis. C'est que vous savez que dans les années 70, Singapour était une sorte de base de repos pour les GI américains qui venaient s'encanailler, en gros qui étaient dans des bordels. Et Singapour était la grande plaque tournante, en fait remplie de bordels pour soldats américains entre 2 missions, entre Da Nang et Saigon, etc. Et Singapour, les autorités ne voulaient surtout pas que ça se sache. Qu'il y avait des quarts de soldats américains qui débarquaient pour 2-3 jours, s'encanaillaient, et plus que ça, à Singapour, et repartaient. Et évidemment, quand Bogdanovich va faire Saint-Jacques, vous comprenez à peu près, mais je ne vais pas vous déflorer le film maintenant, le film comme Saint-Jacques, c'est quand même l'histoire d'un souteneur, donc voilà, c'est quand même assez chaud. Et Bogdanovich a l'idée, évidemment, il comprend qu'il ne pourra jamais tourner le roman de Paul Theroux à Singapour, les autorités lui donneraient pas l'autorisation, d'autant plus qu'il a besoin d'autorisation à tout niveau, à la fois les acteurs, les endroits, etc. Il ne peut pas tourner sans leur accord. Il dicte en fait à sa secrétaire, en quelques heures avant d'envoyer aux autorités de Singapour pour avoir l'autorisation, il dicte un faux script d'une 12aine de pages avec ce passage de Jack Flowers of the Art, et ça s'appelle comme ça, c'est de trucs un peu mièvre, sucré, voilà, qui dans la veine, on pourrait dire des films d'Henri Coster, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, type Mr. Europe en vacances, par exemple, avec M. Stewart, ce sont des films terribles aujourd'hui. Et voilà, il y a absolument inoffensif, gentillet. Et les autorités de Singapour lisent cet espèce de traitement, en fait, même pas un synopsis développé, et disent bon, bah, ce film-là, on veut bien le faire. Et évidemment,
Bogdanovich débarque à Singapour, il tourne la vraie adaptation du roman de Paul Theroux, mais à tout moment, on pourrait dire que le mensonge peut éclater, l'affaire peut capoter. Donc qu'est-ce qu'il fait? À part Ben Gazzara et Dinah Elliott, enfin quelques acteurs britanniques ou américains qui sont là, personne, y compris certains techniciens, à part Robbie Muller, évidemment, le chef-op, personne ne sait le film qui est en train de tourner. Autrement dit, il y a beaucoup d'acteurs, parfois entre second rôle et caméos, voire plus, de Singapour que Bogdanovich va récupérer pour mettre dans le film. Mais à aucun moment, ces gens-là qui jouent dans le film de Bogdanovich ne savent quel est le film de Bogdanovich. À aucun moment. Et donc le script, il n'y en a pas, on ne l'échange pas. Généralement, c'est ce qu'on fait. Souvent, on donne un scénario à l'équipe pour que tout le monde soit à peu près raccord sur ce qu'on fait. Là, pas du tout. Et ce n'est qu'après, évidemment, le départ de Bogdanovich et de son équipe de Singapour et le montage, qui découvriront, tous ces gens-là, le film qu'ils ont tourné. Bogdanovich sera en froid avec Singapour pendant une quinzaine d'années, persona non grata, absolument. Et puis, après, comme toujours, hein, la guerre froide s'est un peu réchauffée. Et il a été invité il y a 2-3 ans pour aller présenter à Singapour Saint-Jacques, hein, ce qui est un truc assez fou. Voilà, écoutez, bonne projection. Et puis j'espère, comme me disait Vincent, que ça sera une découverte pour vous. Saint-Jacques, c'est un film qui est, à mon avis, c'est un des 3-4 plus beaux rôles de Ben Gazzara. Hein, si on pense à Cassavetes, à Autopsie d'un meurtre, etc. Là, c'est vraiment un film, à mon avis, absolument magistral et très très fin. Dernière chose quand même, vous verrez que le film s'amuse parfois avec James Bond. C'est Georges Lazenby qui joue un rôle dans le film, le seul Bond de service secret de Sa Majesté. Vous allez voir le rôle que lui donne, évidemment, Peter Bogdanovich. Voilà, écoutez, merci beaucoup et bonne projection. Merci Jean-Baptiste Auré et Vincent-Paul Boncourt, qui sera à la sortie pour la vente du DVD de l'animation. Jean-Baptiste dédicacera quelques livres, donc on sera présent avec tous les ouvrages. Merci beaucoup.